Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, les terroristes du M23 continuent de violer la trêve humanitaire au Nord Kivu. Ce matin, la coalition M23 RDF a attaqué les positions des jeunes résistants Wazalendo et celles des forces armées de la RDC dans le village Bweru. Agression de la RDC par le Rwanda, le gouvernement de la République pour des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants après les évidences avancées par les derniers rapports du groupe d'experts de l'ONU. Et puis au Kenya, le président William Ruto a limogé les membres de son gouvernement et promis le dialogue, ceci 2 semaines après les manifestations contre un projet d'augmentation des taxes qui ont fait au moins 41 morts. Le chef de l'État a affirmé dans un discours avoir écouté le peuple. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous, je l'ai annoncé au sommaire, les terroristes du M23 continuent de violer la trêve humanitaire au Nord Kivu. Ce matin, la coalition M23 RDF a attaqué les positions des jeunes résistants et des forces armées de la République démocratique du Congo au village Bweru dans le territoire de Masisi. Dans un communiqué, l'armée loyaliste a dénoncé la violation de la trêve humanitaire par les terroristes. Décrétée depuis le 5 juillet dernier, la trêve humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a déjà connu beaucoup de violations par l'armée rwandaise. La nouvelle en date est celle portant de nouveaux tirs qui ont été signalés ce vendredi matin par plusieurs sources dignes de foi dans le Masisi. Dans un communiqué officiel rendu public hier jeudi par les forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée dénonce des attaques simultanées de l'armée du Rwanda qui ont été perpétrées contre des positions de FARDC au village de Nyange et Mpati dans le Masisi. Les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces, en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. D'autres sources locales affirment que le M23 ont attaqué des positions des FARDC à Bweru, un village dans les localités de Lufunda et Luanga, dans les territoires de Masisi. D'autres combats ont également été signalés à Maoko, un village situé entre Nyange et Luama, dans la chefferie des Bachalimukoto. L'armée congolaise et ses partenaires ont dénoncé les non-respects par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir des populations déplacées dans des conditions atroces en leur privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Agression de la RDC par le Rwanda, le gouvernement de la République appelle toute la communauté internationale à tirer toutes les conséquences nécessaires du nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies attestant un soutien sans faille de Kigali au M23. Kinshasa appelle également à des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants au regard de ces évidences. Les détails dans cet élément. Le gouvernement congolais a réagi face au rapport des experts onusiens qui confirme une fois de plus la présence renforcée de l'armée rwandaise Nord Kivu. Le gouvernement congolais a lancé un appel à la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants. Ces rapports présentent de preuves accablantes et indiscutables de près de 4000 militaires, nombre largement supérieur à celui des rebelles du M23. Cependant, les experts des Nations Unies disent avoir eu confirmation d'un soutien actif du M23 des membres des services de renseignement de l'Ouganda, malgré la collaboration des armées congolaises et ougandaises contre notre groupe rebelle, les Forces démocratiques alliées. Le rapport des experts de l'ONU affirme que des officiels ougandais ont permis les transits sans restriction de troupes du M23 et de l'armée rwandaise à travers l'Ouganda. Le document mentionne également que des responsables du M23 ont été aperçus à plusieurs reprises cette année en Ouganda.
Kinshasa qui a toujours pointé du doigt le Rwanda dont les soutiens du M23 ont déjà été révélés par plusieurs organisations internationales, notamment par les experts de l'ONU, n'a pas jusqu'ici dénoncé publiquement l'implication de l'Ouganda, même si au pays, plusieurs personnalités politiques ne cessent de citer Kampala d'être aussi derrière le M23. La rébellion du M23 contrôle près d'une centaine de villages dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi depuis fin juin. En parlant justement de la guerre à l'est du pays, l'artiste musicien Koffi Olomide, à la base des propos controversés tenus sur le plateau de la RTNC, a répondu à l'invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Devant la presse, le patron de l'orchestre Quartier Latin a déclaré qu'il s'agissait d'une séance purement pédagogique. Je vous propose de l'écouter. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bossembe. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme, et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé, et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur gros. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et au sortir d'ici, je pense à nos soldats. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. Donc le CESAC fait bien les choses. Donc je repars d'ici heureux en tant que Congolais. Et puis la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique en matière de migration et le point sur les demandeurs d'asile congolais en Belgique ont été le sujet au centre de l'émission JM4 Today de ce vendredi 12 juillet 2024. Le directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a reçu le directeur général de l'Office des étrangers au sein de l'espace Schengen, Freddy Roussemont. Ce dernier a révélé que depuis le début de cette année 2024, la Belgique a enregistré au mois de juin un total de 17 853 demandes de protection internationale. À l'en croire, actuellement, la RDC occupe la 6e position dans le rang des pays en guerre demandeurs d'asile, derrière l'Ukraine et la Russie. Suivons-le dans un extrait de l'émission choisie par Benjamin Moudiata. On contrôle ça et on va voir quelles raisons les gens ont données pour obtenir le visa et quelles déclarations ils font à la frontière. Et si les deux ne clochent pas, ou il y a plusieurs éléments refusés. L'entrée peut être refusée, pas tout le temps, parce qu'il y a parfois des aspects humanitaires, il y a parfois des experts médicaux qui sont en jeu, mais ça risque d'être refusé à la frontière. Donc, c'est pour ça que je plaide, et je pense aussi les gens de l'ambassade belge et du maison Schengen, qui traitent le visa journalièrement, que les gens doivent donner les renseignements corrects, le plus exact que possible, et que c'est absolument pas nécessaire de travailler avec des agences de voyage qui, soi-disant, vont leur aider à remplir une demande comme ça. Justement, ici à Kinshasa, et même en province d'ailleurs, il y a beaucoup d'agences qui réceptionnent les demandes des gens, qui leur demandent de l'argent, et puis qui leur disent, nous avons la certitude et la conviction que quand nous avons déposé vos demandes au niveau de Schengen, vous avez la certitude d'avoir le visa. Est-ce que vous avez mandaté des agences qui doivent recueillir ces dossiers avec la certitude d'obtenir des visas? On n'a mandaté aucune agence, on ne travaille pas avec des agences par principe, on préfère de travailler avec des gens, parce que, comme vous dites à juste titre, d'abord, les gens doivent payer souvent cher à une agence, et en plus, les agences, par facilité, ne donnent pas l'information correcte. Quand quelqu'un qui s'occupe des étrangers. Donc vous êtes le patron de Schengen en fait. Vous savez qu'à Kinshasa, ici, les gens ont peur de Schengen. On dit à Schengen, on accueille les gens mal, les gens sont très prétentieux, on traite les officiels avec beaucoup de condescendance.
Est-ce que vous allez changer Non. la manière d'accueillir les demandeurs Je pense à l'espace Schengen? on doit accueillir chaque visiteur avec la dignité nécessaire. C'est clair pour moi, si c'est un officiel, un touriste ou quelqu'un qui vient voir sa famille ou un homme d'affaires, n'importe, on doit avoir le respect. Le respect pour tout le monde, parce que ce sont tous des êtres humains et tous les êtres humains sont pour moi égaux. Schengen, c'est un libre espace de circulation, c'est pas plus que ça. Donc, avec un visa délivré par la Belgique de 3 mois, vous pouvez, dans ces 3 mois, aller voir votre famille en Allemagne, en Pays-Bas, éventuellement en Suède, sans avoir des formalités de faire en plus. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal pendant ce temps au cours d'un point de presse tenu hier jeudi. Le sénateur Jonas Mukamba Kadiantanzemba s'est indigné du spectacle désolant auquel se livrent certains cadres de l'UDPS en s'attaquant sans gêne à la direction du parti quelques semaines après la sortie du gouvernement souminois. Pour le patriarche, la crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social met en péril la survie du régime. À côté de la conquête du pouvoir, vient toujours la rude épreuve de sa conservation, et ce, le plus longtemps possible, dont les exigences et les pratiques sont souvent différentes de celles de l'accession. Je peux affirmer que les efforts à fournir pour garder longtemps le pouvoir demandent beaucoup plus d'intelligence et de sagesse qu'il en fallait pour y accéder. Malheureusement, le spectacle désolant que nous livre publiquement et sans gêne certains cadres de l'UDPS ces dernières semaines en attaquant la direction de leur parti juste après la sortie du gouvernement souminois qui met à péril la survie du régime. Pour un parti qui est passé d'une trentaine de députés en 2019 à environ 175 députés nationaux, avec sa mosaïque en 2024, plus de 15 gouverneurs de province, avec la majorité dans presque toutes les assemblées provinciales, avec plus de 60 sénateurs, parti auquel le président de la République a confié la mission d'information et l'identification de la majorité parlementaire qui a récolté une totale réussite l'adhésion de plus de 450 députés à la majorité parlementaire. Je note que l'UDPS étant la principale force ayant conduit le président de la République au pouvoir, la première force au sein de la coalition gouvernementale et parlementaire, doit garder en tête que sa déstabilisation, comme l'exécute déjà maintenant, aura pour conséquence l'éclatement de l'union sacrée de la nation et la fragilisation du pouvoir du chef de l'État. La RDC face au défi de la transparence financière, c'est le thème qui a ouvert le premier congrès des experts comptables à Kinshasa. L'objectif est de mieux faire connaître au grand public cette profession. Arlette Boutella nous en dit plus. Le go est donné par la primature. Judith Souminois s'est fait représenter pour permettre un fonctionnement efficient et optimal de cette profession pourtant indispensable pour la transparence de la gestion des finances, tant publiques que privées. Les experts comptables, entrepreneurs, investisseurs et même étudiants ont répondu présents au centre financier à ce grand rendez-vous du premier congrès des experts comptables. Fraîchement arrivée à Kinshasa, la présidente de la Fédération internationale des experts comptables a pris la parole pour montrer le caractère important de la structure. Nous devrons développer de nouvelles compétences et aptitudes grâce à la formation initiale et continue. Mais la bonne nouvelle aussi, en tant que professionnels, nous n'avons pas besoin de nous réinventer. La première session s'ouvre avec le thème expert comptable, pertinence et crédibilité d'une profession, avec comme panéliste le président de l'ONEC, Mamour, président honoraire de la FIDEF, et Maillard, vice-président de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Ces assises qui permettent de partager les savoirs
et stimuler l'intérêt du public pour la profession. On vise notamment des vocations nouvelles pour la profession et en même temps donner une meilleure perception de notre profession par le public. 2 jours durant, les experts venus de différents domaines et différents pays vont s'étendre sur des thématiques telles que la problématique des économies informelles et souterraines ou encore la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Idrissa Ourien, c'est le message des ressortissants du Maniema vivant au Sud Kivu rendu public à travers une marche de soutien à la candidature du sénateur Afani Idrissa Mangala à la présidence du Sénat. La manifestation a été organisée dans la ville de Bukavu. Les ressortissants du Maniema vivant au Sud Kivu se rangent derrière la candidature de l'honorable sénateur Afani Idrissa Mangala à la présidence du Sénat. Le voici déferlé dans les rues de la ville de Bukavu, toutes tendances confondues, aux côtés des combattants du parti présidentiel pour soutenir l'un des leurs à travers une marche organisée au rythme de la fanfare. Prétendant sérieux au perchoir de la Chambre haute du Parlement, l'honorable sénateur Afani Idrissa Mangala ambitionne d'imprimer une nouvelle marque de gestion à la tête du Sénat congolais, dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à qui les dignes fils du Maniema ont rendu un vibrant hommage pour avoir jeté son dévolu, entre autres sur leur province, à travers leurs dignes fils. Afani Ourien, soutien total à l'honorable Idrissa et bien d'autres messages que l'on pouvait lire sur les banderoles lors de cette marche dont le point de chute était les cabinets du gouverneur des provinces où un mémorandum a été déposé entre les mains du directeur des cabinets. C'est pour nous un sentiment de soulagement en plaçant les notables de notre province, l'honorable sénateur Afani Idrissa Mangala, à la tête du Sénat. Fidèle et loyal de son état de l'IDPS Tshisekedi depuis 1991 jusqu'à nos jours. L'IDPS Tshisekedi, en tant que première force politique au sein du Sénat, nous restons confiants que le poste du président du Sénat lui revient de droit. Et l'honorable sénateur Afani Idrissa Mangala est mieux placé pour le gérer. Ainsi fait, l'histoire retiendra qu'au cours du mandat de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la RDC, les enfants du Maniema avaient bénéficié d'un poste non négligeable qui est la présidence du Sénat. En Afrique, précisément au Kenya, le président William Ruto a limogé les membres de son gouvernement et promis le dialogue. Ceci 2 semaines après les manifestations contre un projet d'augmentation des taxes qui ont fait au moins 41 morts. Le chef de l'État a affirmé dans un discours avoir écouté le peuple. Après des vives manifestations qui ont secoué les Kenyans, le président William Ruto a limogé la quasi-totalité de son gouvernement, à l'exception du vice-président et du ministre des Affaires étrangères. Un remaniement ministériel était attendu depuis les manifestations d'ampleur nées après l'annonce des nouvelles lois budgétaires en juin dernier qui a poussé des milliers de jeunes à protester dans la rue. Dans une allocution télévisée, le président a également limogé les procureurs généraux et a déclaré que les ministères seraient dirigés par leur secrétaire permanent. William Ruto a déclaré qu'il avait pris cette décision après avoir écouté les peuples et qu'il formerait un gouvernement à base élargie après consultation. Pour les chefs de l'État, le nouveau gouvernement doit lui permettre de mener à bien des mesures radicales pour répondre au fardeau de la dette, augmenter les opportunités d'emploi et lutter contre la corruption. Le Kenya a connu 3 semaines de troubles au cours desquelles des manifestants ont pris d'assaut le Parlement le 25 juin après l'adoption d'un projet de loi des finances prévoyant une augmentation des impôts. Selon l'agence kenyane de protection des droits humains, 39 personnes sont mortes lors de ces manifestations qui se sont transformées peu à peu en appel à la démission du président.
Les projets budgétaires 2024 et 2025 prévoyaient 25 milliards d'euros des dépenses, un record financé par des hausses des taxes sur les pains initialement, puis sur les carburants dans une seconde version. On va prendre les rappels des titres à présent. Les terroristes du M23 continuent de violer la trêve humanitaire au Nord Kivu. Ce matin, la coalition M23 RDF a attaqué les positions des jeunes résistants Wazalendo et celles des forces armées de la RDC dans le village Mweru, rapportent les sources proches de la société civile. Agression de la RDC par le Rwanda, le gouvernement de la République pour des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants après les évidences avancées par les derniers rapports du groupe d'experts de l'ONU. Au Kenya, le président William Ruto a limogé les membres de son gouvernement et promis le dialogue. Ceci 2 semaines après les manifestations contre un projet d'augmentation des taxes qui ont fait au moins 41 morts. Le chef de l'État a affirmé dans un discours avoir écouté le peuple. Place à la revue de presse à présent. Et c'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue Nathan. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. Trêve dans l'est de la RDC, la proposition des États-Unis semble être sabotée par le Rwandais sur le terrain. Eh bien, Christian et Kalonji, les journaux parus ce vendredi s'intéressent essentiellement à l'observation de la trêve humanitaire de 2 semaines dans l'est de la République démocratique du Congo qui semble être boycottée par les agresseurs de la RDC. Le média l'identité.net entre en lice et écrit sur sa une: Kigali et ses supplétifs du M23 défient les États-Unis en lançant une attaque contre les positions des FARDC pendant la trêve. Dans ses colonnes intérieures, il développe que la trêve humanitaire de 2 semaines annoncée par les États-Unis d'Amérique n'aura duré que 6 jours à cause d'une attaque de terroristes du M23 et l'armée rwandaise sur les positions des FARDC et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur de l'ouest des Kichanga. L'identité.net précise que cette attaque du mouvement du M23 a perturbé les déplacements du personnel humanitaire qui ne sait plus accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. D'un média à un autre, Christian Kalonji, Info 27 titre sur sa manchette compromission de la trêve en République démocratique du Congo. Le Rwanda initie des attaques coordonnées à l'ouest des Kichanga. Et pour ce journal, Christian Kalonji, sous couvert des terroristes de l'AFC M23, le Rwanda a saboté la trêve humanitaire orchestrée par les États-Unis. Un communiqué publié le jeudi 11 juillet 2024 par l'armée congolaise condamne fermement cette transgression. D'après ces documents tels que renchérit ces quotidiens Christian, les forces rwandaises ont effectué des attaques coordonnées le matin du 10 juillet 2024 contre les positions de l'armée régulière dans les villages de Nyange et Empati, situés dans le groupement de Bachali, Mukoto. Dans un autre angle, le journal Le Maximum, quant à lui, parle du Canada qui est un autre parrain des Kigali. Il développe sur ses lignes: il est des notoriétés publiques que ce sont les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne qui soutiennent Paul Kagame et son armée, mais pas seulement. Selon la journaliste canadienne Judy Revers, le Canada, dont des grandes entreprises minières se sont ruées sur les mines congolaises à la faveur de guerres qui ont ravagé ce pays, figure une bonne place parmi les parrains les plus actifs du président rwandais. Ce journal poursuit sa plume, Christian, en précisant que dans un article paru le 8 juillet 2024, Rudy Revers révèle ainsi que plusieurs personnalités canadiennes de haut rang contribuaient activement au blanchiment du régime monoéthique rwandais, conclut ce journal. Et puis le deuxième sujet que vous avez sélectionné, crise à l'UDPS, Kabouya
visés de partout. Exactement, Christian Kalonji, il s'observe de vives tensions au sein de la famille politique du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous retrouvons cette information à la une de plusieurs médias en ligne qui rapportent chacun son avis. Nous commençons tout d'abord par Média Congo et qui écrit sur sa une « Crise à l'UDPS, le secrétaire national désavoue Augustin Kabouya ». Pour ce quotidien, Christian, plusieurs griefs sont reprochés à Augustin Kabouya, à savoir un manque de vision des sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées, les clientélismes politiques dans la gestion des enjeux, la gestion solitaire et personnalisée du parti, la tenue de propos injurieux et tribalistes à l'endroit de Kassaïens du Katanga, l'utilisation abusive de prérogatives dévolues à la présidence du parti et un mépris du principe de la recevabilité et de la collégialité. Et pour les quotidiens, deux camps se sont créés au sein de l'UDPS. L'un, c'est le courant de réformateurs qui appelle à la convocation du congrès extraordinaire du parti pour sa réorganisation en vue de préparer les échéances de 2023 et de 2028, camp à la tête duquel se trouve Eteni Longondo, ancien ministre de la Santé, explique les quotidiens. Et pour l'autre camp, c'est le courant des conservateurs qui soutient le secrétaire général Augustin Kabouya. Ajoute le tabloïd, la plus grande question qui se pose, Christian, dans l'opinion face à cette situation, faudra-t-il attendre le chef de l'État Félix Tshisekedi puisse jouer à l'arbitrage? L'avenir nous en dira plus. Effectivement, nous allons suivre ce dossier de près. Et puis l'ARSP matérialise la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, Christian, c'est Congo Nouveau qui rapporte cette information dans son tabloïd. Il note que 4 entreprises du groupe ERG Africa, jadis listées comme les traitants inéligibles, ont ouvert leurs capitaux à 7 actionnaires congolais et qui viennent d'obtenir de vraies parts sociales dans ces entreprises. Ce journal poursuit son tabloïd que les 4 sociétés concernées qui travaillent avec l'entreprise principale Metalcol figurent le 9 sanctionné par l'ARSP pour non-conformité aux exigences de la loi de la sous-traitance. De l'autre côté, Christian, Forum des As rapporte en écrivant sur sa manchette « L'ARSP matérialise la vision de Fachi », d'après ses quotidiens qui rapportent justement l'allocution du directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katambe, lors de la cérémonie solennelle des signatures qui salue la concrétisation des promesses faites par le chef de l'État Félix Tshisekedi de créer des millionnaires congolais à travers la loi sur la sous-traitance. Il dit, je cite Christian, « Lorsque le chef de l'État a dit qu'il devait créer des millionnaires congolais, ce n'était pas des histoires. Les Congolais viennent d'entrer dans les parts sociales réelles. » Merci Nathan de votre présentation. C'est moi que vous remercie, Christian Kalonji. Voilà qui boucle complètement ce journal. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.